format sur lequel il faut non plus s'appuyer, mais vraiment se projeter. C'est hyper important et ça permet aussi de toucher des cibles un peu plus jeunes et qui ont une façon de consommer les médias différente. Donc c'est vraiment une bascule qu'il faut aussi qu'on fasse, et pas seulement sur les plateformes de diffusion habituelles. Savoir qu'on a aussi un endroit dédié à l'audio qui va compléter un petit peu tous les contenus qu'on propose, c'est hyper qualitatif et c'est important, quoi. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, une pastille actu, la dernière de l'année, que j'ai le plaisir de partager avec Margot Mazière. Margot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Margot, tu es en charge du développement de l'accélérateur de Sud-Ouest. Tout à fait, de Théophraste. De Théophraste, exactement, opéré par Incubator. Et donc, on s'est rencontrés ici à Bordeaux, ma nouvelle ville d'adoption depuis 1 an. Et voilà, tu es une vraie passionnée de médias. Tu as suivi de nombreuses promotions de start-up dans cet incubateur, accélérateur. Voilà, donc je trouvais pertinent, intéressant de faire une pastille actu avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Au menu de cette pastille actu, beaucoup d'infos. Alors, toujours l'idée de cette pastille actu, c'est des signaux faibles. On n'est pas juste dans le commentaire des news très chaudes, etc. Mais c'est essayer de prendre un peu de recul, voir les choses qui peuvent être impactantes. Première news, un article vu sur les Échos et relayé par l'excellent Cyril Franck, donc le rapport WPP donc groupe M, même pour être plus précis, sur la publicité. On va pas mal parler de publicité dans la première partie de cette pastille. La fameuse Trinité Google, donc Google, Meta et Amazon, Meta étant le nouveau nom de Facebook, qui se sont renommés avec notamment leur métaverse, etc., qui représentent à eux seuls 80% de la publicité sur Internet en Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique. C'est un trust total. Ouais, sacrée hégémonie, quoi. Ouais, clairement. Et c'est plus de 50% du marché mondial versus près de 40% en 2019, soit une augmentation de 25% qui arrive dans leur giron. Bon, je trouvais ça assez dingue. Bon, on le sait, ils captent cette valeur. Ça ne fait que se renforcer. Et le digital, qui sort plus que jamais renforcé de la crise du Covid-19, puisqu'il pèse désormais 64% de tout le secteur, contre 52% en 2019. Et alors ça peut peut-être un peu plus te parler, la presse écrite quotidienne qui a fondu de 25% par rapport à 2019 à 31 milliards de dollars, et les magazines qui ont reculé de 27% sur 2 ans à 18 milliards. Voilà, alors je sais pas si sur Sud-Ouest les chiffres c'est pas du tout ton sujet, c'était pas l'objectif de t'interroger là-dessus. Tu sais comment se passe la pub à Sud-Ouest ? Bah, je sais qu'on est en pleine transformation et que depuis ces dernières années, on a beaucoup basculé plus sur le digital, évidemment. Ouais. On compte beaucoup plus sur le digital et aussi sur tout ce qui est monétisation de l'audio, de la vidéo. Et donc, c'est hyper intéressant de voir un petit peu cette bascule vers le digital et que justement, on arrive vraiment à compenser le papier vers le digital. Et c'est intéressant de voir la mutation qui s'opère. Ouais, et puis clairement, ça montre quand même qu'effectivement, l'avenir n'est pas noir pour la pub, c'est juste qu'elle shift sur le digital et qu'il faut aller se battre pour capter un peu contre ces GAFAM, donc cette trinité quand même. Et l'avenir n'est pas noir, ça est confirmé en tout cas en France, par l'agence Magna, qui prévoit que les médias traditionnels auront recouvré les 2/3 des pertes Covid. Leurs recettes se sont redressées de 800 millions d'euros cette année, après avoir chuté de 1,4 milliard d'euros en 2020. Ouais. Voilà, donc c'est bien. Voilà, il y a eu des années difficiles. On en a beaucoup parlé derrière ce micro sur Mediarama. Le marché repart, la pub repart, et c'est aussi intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent du modèle des abonnements. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure un peu à la fin de cette pastille actu, mais la pub continue à croître.
C'est clair que c'est sur le digital, c'est plus sur le print. Ça, c'est en partie capté par les gros, mais tu parlais de diversification, de nouveaux formats, etc. Il y a quand même un coup à jouer pour les médias. Oui, c'est ça. Je pense que la crise a forcé tout le monde un petit peu à se réinventer. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc même chez la PQR, on voit que finalement, OK, on a eu un coup dur, mais que malgré ce qu'on s'adresse à une population peut-être plus locale, des infos peut-être un peu plus basiques, on traite moins de l'actu très chaude et nationale, malgré tout, on arrive quand même à trouver des nouvelles façons de monétiser, d'être rentable et de satisfaire aussi l'audience. Donc c'est super. Exactement. Et puis, alors je cherchais, mais je sais pas si vous faites partie de cette alliance 366. Oui, bien sûr. Qui est aussi très active. C'est un sujet que j'ai pas trop creusé, qu'on pourrait d'ailleurs voir sur Mediarama, mais qui sont aussi très bons sur pas mal de campagnes de brand, d'accompagnement des marques, etc. Et je pense c'est aussi une manière de montrer que face aux GAFAM, on peut se réunir, on n'est pas que concurrents localement, qu'il y a des choses à faire. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal aussi d'ateliers ou de groupes qui se font entre la PQR pour travailler sur des problématiques communes. Donc c'est hyper intéressant et on voit qu'il y a quand même une solidarité pour justement contrer ce moment un petit peu peut-être plus dur qu'habituellement et trouver justement de nouveaux modèles, nouveaux partenaires et une nouvelle source de rentabiliser. Donc c'est très cool. Voilà. Et de manière plus anecdotique, toujours pour illustrer, j'étais un peu sur ce sujet de la pub sur streaming qui marche bien. Donc il y a un service aux États-Unis qui s'appelle Tubi, qui est gratuit et supporté par de la pub, qui a été acquis par Fox l'année dernière et qui va atteindre 700 millions de dollars de revenus en 2022. C'est important parce que c'est plus de 150 millions de plus que quand ils l'ont racheté l'année dernière. Et grosso modo, il y a une croissance qui montre quand même que les consommateurs, au-delà de la difficulté d'acquisition des abonnés, c'est la guerre dans les services de streaming. J'ai vu passer ce que Netflix bradait ses prix en Inde face à la concurrence. Des services basés sur la pub, ça marche encore, tu vois. Ouais. Je pense que quand tu délivres du contenu qualitatif que seul toi peux réaliser parce que tu as les compétences en interne ou parce que tu as un petit peu une patte ou une signature, ça peut expliquer le fait que tu as un prix et que c'est le prix à payer pour avoir cette info. Ça peut être de la pub ou ça peut être un abonnement, mais si tu as un bon contenu ou que tu es le seul à avoir, dis donc, ça veut dire que le contenu est important. Le contenu est roi. Mais donc voilà, c'était un peu rétablir, puisque la pub, on en parle souvent, pas en mal, mais en tout cas, on a beaucoup parlé des abonnements, etc. Mais les services basés sur la publicité sont loin d'être morts. Voilà pour la pub. Autre news, toujours côté outre-Atlantique, le New York Times qui lance une nouvelle application audio. C'est un peu là aussi la marotte sur Mediarama, l'audio, les podcasts, etc. Donc, il lance une nouvelle application. J'ai vu donc passer cette news sur Axios, qui est ouverte aux bêta-testeurs. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, si ça te parle, mais rapidement, le pitch, donc on le sait, un Times a construit un véritable empire audio, ils ont fait beaucoup d'acquisitions, ils ont investi massivement dans des podcasts notamment, mais grosso modo, peu de ces produits étaient diffusés sur leurs propres canaux, c'était surtout sur les plateformes. Donc Apple, Spotify. Ce qui est nouveau là, c'est que vraiment ça permettra de faire le lien entre des contenus écrits, d'ouvrir les carnets de notes des reporters. C'est un peu là-dessus qu'ils insistent sur des sujets comme la culture, nourriture, musique, des clips un peu plus courts. Donc l'application concrètement, elle a 3 sections. Aujourd'hui, parcourir et suivre. Et pourquoi c'est important? Parce que je pense que dans la vue d'ensemble, peut-être qu'aujourd'hui c'est gratuit, ouvert aux bêta-testeurs, mais ça passera peut-être derrière le mur payant. Ils mettent de plus en plus de choses, des newsletters derrière le mur payant, ce qui confirmera encore un peu tout l'intérêt de l'abonnement au New York Times. Pour le moment, pas de pub. Voilà, donc l'audio, toujours un gros focus sur l'audio, quoi. Oui, c'est clair. Même pour nous, au niveau de la PQR, on voit que l'audio, c'est un format sur lequel il faut non plus s'appuyer, mais vraiment se projeter. Il faut que les contenus deviennent hybrides. Il faut plus qu'il y ait juste le papier, le reportage écrit, un petit peu comme tu disais. Il faut que ça soit complété par de l'audio, que ça soit un reportage, un podcast ou même une pastille un petit peu audio qui va compléter justement l'écrit. C'est hyper important et ça permet aussi de toucher des cibles un peu plus jeunes et qui ont une façon de consommer les médias différente. Donc c'est vraiment une bascule qu'il faut aussi qu'on fasse. Et un petit peu comme justement l'exemple que tu donnais, il faut qu'on arrive aussi à ce que l'audio soit consommé sur notre propre plateforme
pour tout simplement que on puisse montrer tout ce qu'on propose sur, par exemple, le site de Sud-Ouest ou les autres sites du groupe, mais et pas seulement sur les plateformes de diffusion habituelles. Savoir qu'on a aussi un endroit dédié à l'audio qui va compléter un petit peu tous les contenus qu'on propose, c'est hyper qualitatif et c'est important, quoi. Puis ça enrichit la valeur de l'abonnement aussi, quelque part. C'est au-delà de faire juste du branding, de vous faire connaître sur les plateformes, c'est si tu peux te montrer, bon là c'est des exemples, mais en mode freemium, l'article, et puis si t'es abonné, tu peux accéder peut-être aux coulisses ou aller plus loin, découvrir un peu tout ça. Pareil, ça, c'est des petits perks qui donnent envie quelque part aux gens de revenir, ça les fidélise. Donc voilà, à suivre évidemment, c'est le New York Times, ils ont les moyens, ils ont les audiences. Je pense que ça va être un beau carton. Encore une fois, il faudra voir le contenu qu'ils y mettront, mais s'il y a une initiative sur laquelle effectivement je miserais. C'est ça, on va s'en inspirer. Ouais, exactement. Voir, donc voilà, moi j'attends les résultats du bêta-test pour pouvoir y accéder. Il faut remplir un petit formulaire, je pourrais mettre peut-être le lien dans l'épisode, il suffit de remplir, il y a tout un sondage et puis après on voit, ils nous contactent pour être éligible. Encore une news, décidément, c'est très outre-Atlantique, mais américain, mais le Washington Post, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé. Donc, ils ont, quand ils avaient été rachetés par Jeff Bezos, ils avaient développé leur propre CMS, Arc Publishing. Et j'en avais parlé parce que voilà, c'est une des sources de diversification, l'éditeur qui devient, le média qui devient éditeur de logiciels. Donc là, ils ont engagé Mickey King, ancienne directrice du marketing du Washington Post, qui va vraiment diriger la branche logicielle. Donc c'est pas juste un effet d'annonce, on sait qu'ils ont fait des installations, mais voilà, ils ont aujourd'hui plus de 1900 sites sous licence, donc j'étais un peu assez impressionné. Je pensais qu'ils en avaient installé quelques dizaines, des titres un peu phares. Non, ils en ont 1900 et ils vont réaliser un chiffre d'affaires de $100 millions dans les 5 prochaines années. 250 personnes qui travaillent pour la seule société Arc XP, qui est le nom vraiment de l'entité. Voilà, je trouve ça assez fou. C'est peut-être un modèle à prendre. Alors, tout le monde n'est pas le Washington Post, mais t'en ferais même un dixième de ça, c'est pas mal quand même. On avait parlé récemment du Le Monde, avec Sacha Morard, où ils ont installé leur CMS à l'équipe et au temps. Ça te parle un peu, ces sujets de diversification ? Oui, complètement, puisque au niveau de la PQR, c'est un petit peu différent, mais on a essayé ces dernières années de s'appuyer justement sur une diversification pour avoir d'autres sources en fait de revenus et aussi avoir des nouvelles activités au niveau des médias. Donc, dernier exemple en date, c'est que grâce un petit peu justement à Théophrest, l'accélérateur de start-up, on essaie de bosser avec des start-up qui sont, par exemple, on a eu dans l'audio, on a eu dans l'auto, dans la formation. Voilà, c'est pas que recentré sur les médias, c'est aussi sur les activités annexes. Et on a eu aussi éditeur de logiciels, on a eu une petite agence spécialisée dans la génération de leads, etc. Donc, on voit que c'est vraiment un truc hyper important et que le média n'est pas juste en fait producteur de contenu papier ou digital. Il y a aussi tout un monde qui se construit autour et qu'il faut s'appuyer dessus. C'est vraiment important. Tu as quelques beaux exemples là, alors qu'ils sortent de Théophraste ou pas, mais sur la diversification, sur de Sud-Ouest, des choses qui marchent bien, qui sont représentatives. On sait que la presse régionale, historiquement, est assez bonne là-dessus parce que souvent, tu as un peu d'événementiel, tu as des courses automobiles, des courses de bateaux, je pense au Télégramme notamment. Chez Sud-Ouest, il y a comme ça quelques lignes de revenus qui sont ouais, tout à fait. Par exemple, sur l'événementiel, ça a été un gros boom les dernières années, malgré évidemment le Covid qui nous a un petit peu freinés. Mais il y a eu vraiment un gros boom sur l'événementiel. Les gros événements, par exemple, de Bordeaux ou de la région, sont maintenant gérés par l'agence événementielle qui s'appelle Côte-Ouest et qui a été rachetée par Sud-Ouest dans les dernières années. Et c'est vraiment super pour autant l'image du groupe et autant on gagne en talent et en compétences un petit peu sur ce sujet. Donc c'est super précieux. Une télé, vous avez aussi racheté. Et c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. On a racheté. Ça fait partie dans ce mode, enfin pas module, mais dans Côte-Ouest. Non, du coup, c'est vraiment le côté télé. Ouais. On a rapatrié donc TV7 dans les locaux de Sud-Ouest, on a racheté Territoire TV, on a racheté TVPI. Donc petit à petit, on voit aussi que l'audiovisuel, c'est un gros axe de diversification et la télé locale aussi. Ouais. Et qu'il faut vraiment racheter ces chaînes et construire tout un écosystème autour. Et aussi peut-être une nouvelle grille avec des programmes qui répondront davantage aux cibles qu'on va adresser, etc. Mais c'est des axes qu'on travaille. Convergence des médias, quoi. Il faudra faire un épisode sur Sud-Ouest parce que je pense qu'on peut pas juste en
parler comme ça quelques minutes. Mais puisqu'on parle de Sud-Ouest et d'incubateurs, dans les news, j'ai vu des appels à projets passer. C'est en ce moment, donc j'avais vu notamment passer celui de la compagnie rotative, Raphaël Pougnon, qu'on avait eu sur Mediorama. Donc je mettrai le lien. C'est un appel à projet, je crois, qui se termine en janvier. Donc on est parfaitement dedans. Et donc vous aussi chez Théophraste. Tout à fait. Appel à projet, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. En fait, un petit peu comme la compagnie, comme Offset et comme un peu les autres accélérateurs médias de la presse PQR, on fait 2 à 3 appels à projet par an. Et là, on a lancé le nôtre il y a quelques semaines pour la prochaine promotion qui débutera, on va dire, début 2022, ou en tout cas premier trimestre. Et on cherche des startups qui sont pas forcément dans le cœur média, mais qui vont nous aider justement à booster la diversification, des verticales, qui ont l'envie aussi de travailler avec des médias et de voir un petit peu ce qu'on pourrait nous leur apporter en tant que grand groupe et comment les faire grandir, comment leur donner de la valeur et comment elles peuvent nous apporter des technos qu'on n'a pas, on va dire une innovation qui nous permettrait d'accélérer un petit peu sur certains services. Et donc, faut pas hésiter à aller voir un petit peu le site Théophraste et à postuler. Et comme ça, on pourra échanger ensemble et voir ce qu'on peut faire. C'est un accompagnement qui est entre 6 et 12 mois. C'est complètement gratuit. C'est juste comment collaborer avec un grand groupe et essayer de monter un projet ensemble pour gagner en valeur et en visibilité. Ouais, ça c'est gagnant-gagnant. On en avait parlé effectivement. La startup accède à de la data, à des fonctions du légal, tout cet accompagnement-là, c'est vraiment une accélération. Et puis pour vous, ça vous permet d'être aussi au cœur un peu de l'innovation, puis de repérer s'il y a des choses intéressantes à faire. Okay. Pareil, je mettrai le lien dans l'épisode pour postuler pour les startups et j'espère que tu en auras plein. Sur les formations journalistiques, tu as rajouté aussi dans les notes de cet épisode une évolution sur les formations. Alors, est-ce que je te laisse peut-être nous en parler dans l'actu. En fait, c'est que je vois que le profil des journalistes, tout simplement, ça change ces dernières années. On est plus sur vraiment les personnes qui sont un petit peu très très fidèles à une rédaction, qui sont vraiment dans on va dire un secteur très particulier. On est sur des profils plus hybrides qui sont déjà à la fois papier, digital, qui peuvent faire de l'audio, qui vont sur le terrain, etc. Et on est aussi sur des profils qui sont plus soit sur le freelancing, qui sont pas forcément attachés à avoir un poste dans un média particulier. Ils ont besoin aussi de graviter avec plusieurs médias, plusieurs équipes pour se construire aussi, je pense, professionnellement. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs formations qui étaient forcément soit des écoles ou soit un petit peu des médias qui lancent ça, soit pour justement expliquer un peu comment te construire en tant que journaliste indépendant, qu'est-ce que tu peux proposer, quelle est ta valeur ajoutée, etc. Et aussi au niveau du Sud-Ouest, on a lancé un DU avec l'IJBA, donc l'école qui est à Bordeaux pour le journalisme, et qui est plus sur comment être un journaliste qui va apporter de l'innovation à une rédaction. Donc comment tu vas gérer un petit peu ton quotidien avec une équipe en manière un petit peu agile, comment tu vas construire un peu tout le contenu que tu vas faire, comment tu vas le diffuser, hors un petit peu des méthodes traditionnelles et tu vas être un petit peu un journaliste entrepreneur, on va dire. Et je trouvais ça assez intéressant de se pencher dessus. Ok, donc c'est pareil, c'est un lien, je vais évidemment pas le lire là, mais donc c'est en ce moment, c'est le lancement pour 2022, c'est ça, c'est ça, formations... Première rentrée sera plutôt 2023, donc là ça va être 2022, la rencontre un peu des gens qui sont intéressés par ce cursus, combien on peut avoir à peu près de personnes, on va leur présenter un petit peu tous les modules qu'on va mettre en place, et la rentrée se fera début 2023, top. Écoute, autre news, donc un peu rien à voir, mais si ce n'est que ce sera en 2022, c'est Objectif Désinfox 2022, c'est toi qui nous as mis cette news, l'AFP et Google qui lancent une alliance contre la désinformation. Ouais, tout à fait. En fait, c'était pour se pencher un petit peu sur le sujet des présidentielles. Évidemment, sujet du moment et sujet extrêmement sensible puisqu'on rentre dans le cœur des présidentielles, enfin de la présidentielle 2022. Et on voit un petit peu la façon dont elle va être traitée par les médias nationaux, internationaux et même évidemment locaux. Et par exemple, nous, on a mis en place, comme beaucoup d'autres médias PQR, tout un espace dédié à la présidentielle. Et il faut gérer aussi un petit peu tout cet espace d'interaction et comment tu gères les infox ou non. Enfin voilà, comment tu gères la primeur de l'info et le fait qu'elle soit véritable et vérifiée. Et je trouvais ça intéressant de se pencher un peu dessus. Sachant que par exemple, nous, on a mis en place un espace de débat avec la startup Logora, mais d'autres médias aussi l'ont mis en place, où les auditeurs, en fait, l'audience peut participer, peut laisser des messages, peut proposer aussi des choses qui pourront être activées par un des candidats dans leur programme ou des choses comme ça. Et c'est pareil, il y a toujours cet état de modération qu'il faut faire, qui est aussi nécessaire dans évidemment la presse et tout le relais des infos sur les présidentielles et autres.
Et donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait une alliance aussi forte qui se fasse aujourd'hui avec ces deux grands acteurs sur ce sujet. Donc concrètement, c'est de la mise à disposition de contenu, formation. C'est pas techno, hein, c'est plus ils se mettent à disposition des rédactions pour vérifier des news, etc. Tout à fait. C'est plus, je pense, un mentoring ou en tout cas un petit peu des bonnes pratiques. Il y a des formations thématiques gratuites, j'ai trouvé, création d'une plateforme collaborative pour échanger entre membres de l'Alliance, réunion thématique mensuelle animée par l'AFP, mise à disposition des contenus fact-checking politique de l'AFP. Donc voilà, c'est un accompagnement pour les médias pour vérifier le contenu qui sera généré autour des présidentielles. C'est ça, tout à fait. Autre alliance, voilà, en bref, c'était juste, je voulais le souligner, une newsroom européenne qui verra le jour en 2022. Donc la Commission européenne a débloqué un financement de 1,7 million d'euros pour la création par 16 agences de presse, dont l'allemande DPA qui gérera le projet. L'AFP en fait partie. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus. Moi, je trouvais ça intéressant parce que je pense que ça manquait. Il y a des initiatives, évidemment, mais avoir une agence, une newsroom européenne où tout le monde se partage des infos, etc., et prendre une dimension européenne, je trouvais ça assez intéressant pour signaler. C'est hyper intéressant et en fait, je trouve que ça rejoint un peu pas mal d'initiatives qui sont mises en place ces dernières années pour que justement les médias de tout, qui soient de toute échelle, je veux dire, qu'ils soient locaux, nationaux, internationaux, bossent ensemble. Et par exemple, nous, il y a quelques années, on s'est branché avec la WANIFRA, qui est justement financée par la Commission européenne, etc., pour qu'on ait des projets entre le média qui peut être français, un média américain ou un média qui peut être, je sais pas, finlandais, des choses comme ça, et qu'on arrive à construire des choses ensemble. Donc là, je pense que c'est encore une marche qu'on monte et c'est hyper précieux et intéressant. À suivre ce que ça donnera, c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. 16 agences, 16 langues peut-être. On suivra ça. Dernière news, avant-dernière news, puisqu'il nous reste quand même un petit peu de temps. Espace de traitement de la présidentielle 2022 dans la PQR. Donc voilà, ça c'est la team PQR, Margot. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais, comme je disais juste avant, en fait, comme d'autres médias PQR, on a monté un espace sur les présidentielles, donc avec d'une part un espace où on peut collaborer, donc il y a cet espace de modération, et il y a aussi plusieurs espaces qui sont évidemment présentation des programmes. On a un podcast qui s'appelle le podcast. On a, ça s'adresse un petit peu à toutes les audiences possibles, donc à la fois écrit, digital, audio. On essaie de faire des vidéos et tout ce qui peut en tout cas correspondre aux attentes. Tous les formats, pour aller chercher différents segments d'audience. Et j'ai vu que chez d'autres médias, il y avait aussi un petit peu le format justement médias sociaux qui était rentré sur l'environnement du média classique. Donc en fait, tu vas retrouver pour regarder des vidéos la petite icône qui va t'indiquer qu'en fait c'est comme si c'était une story Instagram. Et en fait, c'est juste la vidéo qui va se lancer. Et je trouve ça hyper cool de voir que pour traiter un sujet qui va justement intéresser de plus en plus un public jeune, on reprend des codes qui vont leur parler, mais tout en restant dans l'écosystème du média très classique. Et je trouve ça assez cool à observer. Ouais, en fait, basé sur des usages que les gens connaissent, en fait, spontanément, et puis les répliquer sur desktop, etc. Donc voilà, on va voir. Et ça, je pense que pour le voir vraiment dans les médias, là, plus avec Cosa Vostra, etc. Mais on voit des stories, etc. On va en voir beaucoup, je pense, sur les médias, parce que l'usage est là maintenant. Et puis, c'est vrai que c'est marrant de voir des usages qui remontent d'une plateforme à une autre quelque part avec l'interaction. Et en même temps, je trouve ça assez cool quand on découvre des contenus. On passe de la PQR aux médias indépendants sur les nouveaux modes de financement, puisque c'est dans l'actualité, notamment sur une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank pour Mediacité, qui a priori est sauvée. Oui, c'est bon, ils ont passé la barre. Ils ont passé la barre, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et c'est un appel aussi que je fais, j'adorerais parler de Mediacité sur Mediarama, mais voilà, donc ça marche ces campagnes de crowdfunding, tu voulais nous en parler un peu, parce que tu suis aussi pas mal de médias indépendants, forcément. Tout à fait. Et je trouve que ça rebondit avec le premier sujet qu'on a abordé qui est la pub. On s'appuie sur la pub comme moyen évidemment de rentabilité primordial, mais finalement on se rend compte qu'il faut trouver d'autres moyens aussi d'être
rentable, comme par exemple, pourquoi pas du financement participatif, pourquoi pas quand tu fais justement ton appel à financement, c'est pas que un don d'argent, ça peut être tu veux acheter mon hors-série papier, si tu veux prendre un abonnement de 6, 12 mois, etc. Je pense qu'il y a des offres de dégustation à développer, il y a plein de choses, et les médias indépendants cherchent encore un petit peu leur modèle, mais de plus en plus d'entre eux lancent ce type de campagne, et ça fonctionne bien, quoi. Et il faut bien qu'évidemment la com soit bien prête autour et qu'on arrive à diffuser au maximum ces initiatives et aux bonnes personnes aussi. Mais en général, ça fonctionne bien parce qu'on sait qu'en face, on aura un contenu hyper exclusif, bien sectorisé, et on sait exactement ce pourquoi on va payer. Et donc, je trouve ça assez intéressant comme nouvelle, en tout cas, méthode de rentabilité et de chercher son modèle, quoi. Voilà, donc Far West, Déferlante, Les Jours, Médiacité, Connecité, La Disparition, tous ces médias y sont passés. Alors, ce qui est important de distinguer aussi, c'est le côté je donne une fois ou je m'abonne. C'est évidemment le Graal, c'est que les gens s'abonnent et qu'on puisse récupérer de cette plateforme KissKissBankBank ou Ulule l'abonnement sur le site. Ouais, c'est ça, mais je pense que... Ce qui n'est pas évident, techniquement, pour l'avoir. Tu sais, on fait beaucoup de sites pour des médias, et donc on doit des fois récupérer cette base de gens qui ont donné sur Ulule ou KissKissBankBank et les faire revenir sur la plateforme et les faire vraiment se réabonner, confirmer quelque part leur don. C'est pas toujours évident. Ouais, le tunnel est pas le même. Non. Mais justement, le challenge est intéressant, je me dis, tu leur as vendu un produit, tu sais qu'il du coup il y a une appétence, et maintenant il faut que tu arrives à justement bien les fidéliser. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme problématique, et qu'on avance pas mal dessus, donc à suivre aussi. À suivre aussi, mais effectivement ça boucle. Voilà, on est parti de la pub, des très macros aux petits médias indépendants, etc. Mais ce qui prouve, voilà, encore une fois, que tu le disais assez bien. Je pense qu'il faut pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, quelque chose un peu équilibré, pas marcher sur une seule jambe. La pub n'est pas morte, mais évidemment, être indépendant et vivre directement de ses lecteurs, de ses abonnés, c'est quand même le Graal. Ouais. Voilà pour le tour de la planète média. Super. Pour cette mi-décembre 2022, c'était, comme je disais, cette dernière pastille pour l'année. On se retrouve pour la prochaine pastille début 2022 avec quelques épisodes là d'ici la fin de l'année, notamment sur les tables rondes animées à la Presse au Futur. Margot, merci. Avec plaisir, c'était super. C'était super, et de par notre proximité géographique, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire en 2022. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.